Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Bonjour Florian, la semaine dernière, je me suis demandé à quand remontait le plus ancien guide Michelin sur la Guyane. Ça a existé déjà ? Ben voilà, j'ai eu ma réponse assez vite, ça n'existe pas. Mais comme j'ai un côté un peu insistant, j'ai pas lâché l'affaire. Je suis parti à la recherche, chers auditeurs, du plus ancien guide trouvable pour ceux qui voudraient s'installer en Guyane et je crois l'avoir trouvé. Il remonte au XVIIIe siècle, voici son nom, alors bon, je vous préviens, c'est un peu long. Maison rustique à l'usage des habitants de la partie de la France équinoxiale, connue sous le nom de Cayenne. J'ai cru que ça durerait toute la chronique là. Je t'avoue que j'ai eu peur moi aussi. Vous vous demandez sûrement ce qu'est une maison rustique quand il s'agit d'un livre. Dans ce cas-ci, c'est une sorte de manuel qui aborde tous les aspects de la vie quotidienne dans une exploitation coloniale rurale. On y parle abatis, construction de maisons, tabac, riz, café, roucou, etc. Ah oui, c'est un peu comment devenir planteur en Guyane pour les nuls en fait. Mais qui en est l'auteur ? On imagine un fermier européen ou quelque chose comme ça ? Pas vraiment, justement. D'ailleurs, on va voir que ce guide en particulier a une histoire très différente des autres. Chers auditeurs, remontons ensemble au XVIIIe siècle pour mieux comprendre qui est l'auteur de la maison rustique, Monsieur Jean-Antoine Bruletoux de Préfontaine. Ça fait pas très fermier comme nom. Je te le fais pas dire. Paris, 1717, Monsieur Jean-Antoine Bruletoux de Préfontaine voit tranquillement le jour. Ses parents, Antoine Bruletoux et Marie de Préfontaine, sont deux bourgeois parisiens. Leur fils arrive en Guyane à l'âge de 13 ans comme lieutenant de marine, puis devient lieutenant de la garnison de Cayenne à 29 ans, âge auquel il se marie. Je vois, donc Monsieur Bruletoux de Préfontaine connaît bien la Guyane. Exactement, et même il devient une personnalité influente de la colonie, surtout après qu'il ait découvert des villages de Noirs-Marrons réfugiés dans la forêt. Son nom apparaît même sur des cartes de l'époque. Mais Monsieur Préfontaine a surtout l'air d'être un bon militaire, et à quel moment il devient fermier ? Bonne question Florian. Jusqu'à maintenant, à part une bonne connaissance du territoire et de l'influence politique suite à ses exploits, Monsieur de Préfontaine n'a pas l'air spécialement armé pour rédiger une maison rustique sur l'agriculture. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est le Zoom Histoire, mais je sens poindre un désastre dans cette histoire-là. Pas encore, mais t'inquiète pas, ça va venir. À l'âge de 35 ans, il s'unit à une nouvelle femme qui possède des terrains à Macouria. Préfontaine passe alors de soldat milicien à habitant propriétaire à la tête d'une sucrerie, de 62 esclaves et d'un cheptel de 120 têtes de bétail. Ah bah tiens, toi qui parlais de désastre. Préfontaine est mis aux arrêts pour insubordination, mais on ne sait pas exactement pourquoi. En tout cas, il en profitera pour se consacrer à l'aménagement de la propriété de Macouria. Et que fait-il à ce moment-là ? Je te le demande Florian. Il rédige ce qui deviendra par la suite la maison rustique de Préfontaine. Il est vraiment trop fort Florian. Chers auditeurs, sans plus tarder, je vous donne quelques exemples de ce qu'on peut trouver dans la maison rustique de Préfontaine. D'abord, le choix de la maison. La maison doit être en bon air sans être directement opposée au vent régnant ni aux pluies excessives de certaines saisons. Un terrain un peu en hauteur a son avantage pour la vue, mais ne pas être trop élevé pour ne point fatiguer les esclaves dans les transports. Les esclaves, tu sais que je n'y avais même pas pensé, mais après tout, Préfontaine vit au XVIIIe siècle. Ah bah oui, l'esclavage est considéré comme une évidence dans l'ouvrage de Préfontaine. Il explique même comment sélectionner ses esclaves à l'achat en fonction de leur origine, comment les soigner et combien ils valent. C'est un peu perturbant à lire aujourd'hui. Âme sensible s'abstenir, la maison rustique de Préfontaine contient aussi quelques pages très anachroniques qui ne font pas toujours plaisir à lire en 2023. Sinon, il commente aussi les produits à choisir. Il est de notoriété qu'un habitant qui veut réussir ne doit s'occuper que d'un seul objet de culture et de fabrique. Le coton est la plus facile et la moins chère à exploiter. Le sucre est celle qui exige le plus de dépenses, de bâtiments et d'emplacements. Je vous passe la suite, l'ouvrage fait plus de 200 pages, planches illustrées non comprises. Sachez juste qu'on y parle des types de singes que l'on mange à Cayenne, de la fabrication du vin de banane et d'ananas et de la taille idéale des enclumes à posséder dans sa forge. Bref, tout ce qu'il faut pour ne manquer de rien dans un proto-Cayenne du XVIIIe siècle. Ça tombe bien Rémi, je suis en train de construire une petite forge en ce moment et j'aurais voulu savoir quel genre d'enclume tu me conseillais. Ah, ça t'a marqué, hein, cette histoire d'enclume ? Moi, j'essaie encore de planter des tomates.
chacun son truc. Enfin bon, par ailleurs, est-ce que les conseils de Jean-Antoine de Préfontaine sont bons ? Après tout, étant soldat de formation, est-ce qu'il est vraiment la personne la mieux désignée pour nous parler de la taille idéale des enclumes ? Céline Frémaux et Émilie Dorgex ont dédié un article à la question et voici ce qu'elles en pensent. En effet, Préfontaine, pourtant aguerri aux vicissitudes de la colonie, ne fait qu'effleurer la complexité du terrain guyanais. La riante habitation dépeinte dans l'ouvrage de Préfontaine semble tout à fait fictive si l'on considère les conditions d'établissement dans la colonie au milieu du XVIIIe siècle. Ah donc Préfontaine fantasme un peu sa Guyane en fait. Bon, un peu, oui, si l'on en croit les deux historiennes. En fait, être colon en Guyane est bien plus difficile que Préfontaine semble vouloir le dire, à tel point que cela suscite une petite jalousie vis-à-vis des colons du Suriname. Victor Malouet, ordonnateur en Guyane par exemple, trouvait très agréable que les habitations du Suriname aient un petit quai propre, commode, avec un chemin carrelé pour arriver à la maison du maître sans s'embourber. Et puis il y avait un joli jardin d'arbres fruitiers et de légumes et une basse-cour très fournie. En comparant tout cela à la mesquinerie, à la malpropreté, à la misère des habitations de Cayenne, j'étais bien tenté de me faire adopter par les Hollandais et de renoncer tout banc à la France équinoxiale. Ah oui, c'est dur comme commentaire. Mais dans ce cas, pourquoi Préfontaine s'amuse-t-il à écrire la Guyane rêvée plutôt que réelle ? Tout simplement parce que la maison rustique de Préfontaine cache quelque chose. Une ambition politique. Ah. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Parce qu'on a l'habitude, même 300 ans plus tard. On est d'accord que la publicité ne dit pas toujours la vérité. Sauf celle de nos sponsors, bien entendu. Bien entendu, l'ouvrage de Préfontaine est en fait plus un panneau publicitaire qu'un guide d'installation. La maison rustique devait donner envie aux colons de s'installer en Guyane. Le cercle dans lequel Préfontaine évolue à Paris ambitionne de stimuler la colonisation et même certains souhaiteraient fonder des colonies de blancs. Donc, ce n'est pas vraiment un ouvrage sincère. Selon Céline Frémaux et Émilie Dorgex, en effet, la publication de Préfontaine est une stratégie sociale bien réfléchie et d'ailleurs, il était dédié au duc de Choiseul. À Monseigneur le duc de Choiseul, ministre de la guerre et de la marine, Monseigneur, l'objet de cet ouvrage a été d'être utile aux habitants de Cayenne et aux colonies en général. À ce titre, il avait droit à votre protection. Et donc, l'année même de la publication de son guide pour colons, Monsieur Préfontaine est nommé commandant de la partie nord de la Guyane. Et là, chers auditeurs, les choses deviennent intéressantes. On annonce qu'un projet de colonisation va avoir lieu en Guyane. Où, me demanderez-vous ? À Kourou et à Sinamari. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, Florian ? Ça me fait penser au célèbre désastre de l'expédition de Kourou, non ? Il y a eu beaucoup de morts d'ailleurs. Exactement. Préfontaine voit les choses en grand. Au départ, seuls 300 colons devaient s'installer, mais lui en prévoit beaucoup plus. Entre 12 000 et 15 000. 9 000 vont décéder. Monsieur Préfontaine retourne à son habitation de Macouria, sans sou ni gloire. Il meurt 20 ans plus tard, en 1787. L'expédition de Kourou est connue jusqu'à aujourd'hui comme l'une des plus catastrophiques tentatives de colonisation de la Guyane. D'où la mauvaise réputation de notre territoire, je suppose. Et donc, l'ouvrage de Préfontaine permettrait de préparer la colonisation de la Guyane, en fait. C'est un livre politique, finalement. C'est cela. Et ça, c'est terminé en catastrophe. D'ailleurs, j'y pense, il faudra qu'on parle plus en détail de l'expédition de Kourou. Il y a tellement de choses à dire dessus. Ah, et l'ouvrage de Préfontaine a perdu de sa splendeur avec les années, considéré comme un simple livre de vulgarisation agronomique. Je pense que tu le comparais au guide Michelin. C'est un peu le grand 8 émotionnel à la maison rustique de Préfontaine. La conclusion, c'est que c'est intéressant, mais qu'il faut s'en méfier. C'est cela. Chers auditeurs, nous n'avons plus besoin de Préfontaine pour nous dire comment vivre nos vies en Guyane, et heureusement. Cependant, si la Guyane du XVIIIe siècle et le vieux français vous fascinent, le livre est disponible sur gallica.fr, numérisé, complet et gratuit. Les guides modernes sur la Guyane sont bien plus fiables et surtout plus adaptés. Mais si vous voulez mieux comprendre notre territoire, vous avez bien raison d'écouter le Zoom Histoire, je ne vous blâmerai pas pour ça. Pour le reste, je vous souhaite de savoir ce qui est bon pour vous tout en vous méfiant toujours un peu des ouvrages politiques qui ne disent pas leur vraie nature.